Florent, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos entretiens de début de semaine, on va les appeler comme ça, où on explique aux gens où est passé le pognon. En fait, ça pourrait être ça le titre général, où est passé le pognon, et où on décrit aux gens, en gros, à quoi sert l'argent de leurs impôts, de leurs cotisations sociales, de leurs prélèvements obligatoires, comme on dit. Ça suscite d'ailleurs parfois pas mal de passion, parce que les gens se disent « Ah bon, vous dites que ça veut dire que vous êtes contre ou pour ?» Mais on continue à expliquer aux gens à quoi sert leur pognon. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler de l'argent des retraites. Non pas pour dire qu'il faut euthanasier tous les vieux, on n'est pas pour ça, tu n'es pas pour l'euthanasie de tous les vieux, Florent. Mais même d'aucuns. Même d'aucuns, voilà. Tu es trop généreux. Mais on va en revanche essayer d'expliquer aux gens combien ils payent tout au long de leur vie et combien ils retirent de la répartition et de la capitalisation, parce que c'est un sujet qui n'est pas forcément compris de tout le monde. C'est-à-dire que tout au long de notre vie professionnelle, en principe, nous cotisons pour les retraites, on va dire entre 25 ans et 65 ans, nous versons une certaine somme au système de retraite. Est-ce qu'on en retire plus qu'on ne verse? C'est ça tout le sujet, c'est ce qu'on appelle la rentabilité de la retraite. Et donc, là-dessus, est-ce qu'en préambule, tu veux nous dire quelque chose, Florent, ou est-ce que tu veux qu'on passe directement au diaporama? Juste rappeler effectivement que le budget des retraites, c'est le premier poste de dépense de l'État. On l'a déjà dit plusieurs fois dans nos vidéos, mais c'est de l'ordre de 400 milliards d'euros. La santé, c'est 300. Donc là, on est sur 400 milliards d'euros à peu près. Et on va rentrer dans les rouages du système par répartition, avec une petite simulation qui nécessairement va prendre des hypothèses et simplifier les choses. Donc on peut lancer la première diapo où effectivement, on va se demander… Je vais mettre mes lunettes parce que à mon âge, on est obligé de mettre des lunettes. Comme tu le suggérais dans notre émission précédente, on vous invite d'ailleurs à suivre le fil quand même de vidéo en vidéo. On va se demander si la retraite par répartition, comme on dit en économie, est un jeu à somme positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu viens de parler de la cotisation, des cotisations pendant 43 ans maintenant avec la réforme de 2023. Est-ce qu'effectivement, une fois qu'on est à la retraite, avec l'espérance de vie qu'on connaît, eh bien, est-ce qu'on a plutôt gagné ou est-ce qu'on a plutôt perdu avec ce système-là? Donc ça sera ma première simulation. Puis la deuxième simulation, ça sera effectivement de comparer avec le système du grand capital, de la capitalisation. Alors, quelle horreur! Qui existe déjà un tout petit peu, ce qu'on appelle le pilier de capitalisation, avec des dispositifs dont on a parlé dans les dossiers, comme par exemple le plan d'épargne, le PER, le fameux PER. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc nos hypothèses, c'est celle que tu suggérais la dernière fois. On a comparé deux niveaux de revenus constants. Donc évidemment, tout le monde ne va pas se retrouver, mais on a pris une carrière complète pour simplifier les calculs à un SMIC, donc qui est maintenant à 1 767 euros brut. Et puis une carrière, on va la comparer à quelqu'un qui a eu une carrière complète à 2 SMIC, 3 534 euros brut. Alors bien sûr, tout de suite, il y a un biais qui est qu'on a vu que le système était plutôt favorable à la linéarité de la carrière. Dès qu'on avait un accident de carrière ou autre, effectivement, on perdait sur la retraite, en tout cas sur le régime général. Mais bon, pour les calculs, c'était plus simple de prendre un SMIC toute la carrière versus 2 SMIC toute la carrière. Et puis, deuxième élément de comparaison, j'ai voulu comparer les deux principaux régimes de retraite. Je ne suis pas allé vers les non-salariés. Donc, j'ai pris le régime général et puis donc le régime de base et avec les complémentaires ex-Agirc-Arrco, donc essentiellement les salariés du privé, que j'ai voulu comparer à la fonction publique et puis aux régimes spéciaux qui, pour le dire vite, sont plutôt alignés avec la fonction publique. Donc, on rappelle les deux modalités de calcul. Pour le régime général, c'est 50% des 25 meilleures années, avec un système quand même de moyennisation du revenu. Et puis pour la fonction publique, c'est 75% des 6 derniers mois hors prime. On avait expliqué dans une autre vidéo qu'évidemment, le deuxième système, ça va se confirmer aujourd'hui, eh bien, est plus favorable de très loin par rapport au premier. Troisième hypothèse. Pour le contester. Les seuls qui disent « mais non, c'est pas plus favorable », c'est les fonctionnaires. Mais tous les autres, et à commencer par ceux qui lisent les chiffres officiels,
savent Tout à que fait. le régime des fonctionnaires est infiniment plus favorable que tous les autres. Tout à fait. Troisième hypothèse, donc une durée de cotisation unique, sans interruption, conforme à la réforme, donc 43 ans, les fameux 172 trimestres que j'ai convertis en mois, donc 516 mois. Et puis le versement de la pension, je l'ai calculé de l'âge moyen de départ à la retraite, qui est 64 ans. Donc en réalité, le report de l'âge légal au printemps dernier de 62 à 64 ans n'a pas changé grand-chose dans les faits, puisque les Français partaient déjà en moyenne à la retraite, non pas à 62, mais à 64 ans, voire plus. Donc de cet âge de départ jusqu'à l'espérance de vie moyenne, plutôt celle d'une femme, 85 ans, donc ce qui nous fait 21 ans de versement de la pension, ce qui là aussi, converti en mois, nous fait 252 mois. On voit déjà qu'à la louche, on cotise pendant une durée qui est en moyenne 2 fois plus longue dans mon scénario que la période pendant laquelle on va percevoir sa retraite. Ensuite, deuxième diapo, je vous dis quel taux de cotisation j'ai utilisé. Donc, je commence à droite par le plus simple, la fonction publique et les régimes spéciaux. C'est un tout petit tableau, c'est très simple. On a les cotisations salariales donc pour le régime de base, et puis on a une espèce de complémentaire qu'on appelle la RAFP, régime additionnel de la fonction publique. Puis on a la part patronale. Donc, on arrive à la sortie pour les retraites à 13,1%. Cotisation salariale plus cotisation patronale, donc uniquement pour la retraite. Puis de l'autre côté, c'est beaucoup plus lourd. Pour le régime général, complémentaire incluse, donc j'ai additionné les parts salariales, les parts patronales. J'ai tenu compte évidemment de nos hypothèses de salaire, puisque ça fonctionne par tranche, et que là, on est sur un SMIC ou deux SMIC, donc on ne dépasse pas 3 534 euros brut. Donc en fait, j'ai encadré tout ce que j'ai pu additionner. Donc on a l'assurance vieillesse plafonnée, déplafonnée, la tranche 1 de Agir Carco, c'est-à-dire des complémentaires. Ensuite, des contributions d'équilibre général technique, je passe dans les détails, une contribution de la PEC. Et donc, on arrive à la sortie à 28,18% par salarial plus par patronal de cotisation retraite. Donc, on voit déjà au passage que les salariés du privé cotisent plus de 2 fois plus en pourcentage de leurs revenus que dans la fonction publique et dans les régimes spéciaux, ce qui évidemment aura une incidence dans notre comparaison capitalisation, répartition. Et donc, on attaque la simulation sur la diapo d'après. Donc, je commence par un SMIC, puis la diapo d'après, 2 SMIC. Donc, un SMIC, les cotisations mensuelles telles que je viens de les calculer avec les taux de cotisation que je viens d'indiquer. Première colonne, c'est le régime général, donc en gros 500 euros de cotisation mensuelle. Pour FPRS, c'est fonction publique, régimes spéciaux, on est de l'ordre de 232 euros. Et donc, on fait tourner le zinzin pendant 516 mois, qui correspond à notre durée de cotisation que j'ai indiquée, les fameux 172 trimestres, 43 ans de cotisation. On fait encore une fois l'hypothèse d'une carrière ininterrompue et avec un salaire qui ne bouge pas. Donc, ce qu'on peut évidemment critiquer, mais ce sont nos hypothèses. Et donc, on arrive à un montant total cotisé à 64 ans, date hypothétique de départ à la retraite, de 257 000 euros pour le régime général et de un peu moins de 120 000 euros pour la fonction publique et les régimes spéciaux. Et donc, on en déduit, ou pas on en déduit. Donc ça, c'est le montant cotisé. Ensuite, la pension mensuelle nette, je renvoie nos auditeurs à l'émission où j'ai expliqué comment on calculait ces pensions mensuelles nettes. Je viens d'en rappeler brièvement les formules, avec les 75% pour le public et 50% pour le privé. Donc ça nous sort une pension mensuelle nette de 881 euros quand on a été toute sa carrière au SMIC pour le régime général et de 1237 euros pour la fonction publique et les régimes spéciaux. Et ça va être versé dans notre hypothèse pendant 252 mois, donc de 64 ans, à un âge hypothétique de décès de 85 ans, donc pendant 21 ans. Donc ça nous fait un montant total perçu à 85 ans, quand on a passé toute sa carrière au SMIC, de 222 000 euros pour le régime général, donc un salarié du privé, et de 311 724 euros pour un fonctionnaire ou bénéficiaire d'un régime spécial. Alors j'ai mis en rouge le premier montant parce qu'on voit qu'il est inférieur au montant total cotisé de l'ordre de 14%. Et j'ai mis en vert le montant dans la colonne fonction publique bénéficiaire des régimes spéciaux, puisqu'il est supérieur de 160% au montant total cotisé à 64 ans. Donc le premier renseignement qu'on peut tirer, c'est que pour une carrière sans heurts, sans accident, entièrement au SMIC, le système par répartition, il n'est pas favorable aux salariés du privé. Là, c'est un jeu à somme négative de 14% pour le salarié du privé, avec nos hypothèses. Et c'est un jeu à somme positive, et même à somme fortement positive,
pour un fonctionnaire ou pour un bénéficiaire d'un régime spécial, même pour une carrière passée intégralement au SMIC. Ça, c'est le premier enseignement pour un SMIC. Je ne sais pas si tu veux réagir ou si je continue. Donc, ce que tu nous dis dans ces chiffres qui sont un peu abasourdissants, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, il y a une rentabilité, comme on dit, très différente du SMIC privé et du SMIC public, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'un salaire égal, il y en a qui se font baiser, c'est les salariés du privé qui payent très cher pour une petite pension, et puis il y en a qui finalement payent très peu cher, 2 fois moins, et qui touchent 50% de plus, et donc qui vont d'une certaine façon toucher le pactole. C'est-à-dire que un salarié du privé qui fait toute sa carrière au SMIC, il va mettre 260 000 euros pendant toute sa carrière, il va en récupérer 222 000. Et en revanche, celui du public va en mettre 120 000, il va en retirer 311. C'est-à-dire qu'on est dans des proportions qui sont triples. C'est-à-dire qu'il y en a un qui perd 22 000 euros et il y en a un qui en gagne 200 000. C'est-à-dire que c'est plus que triple. C'est qu'on est dans des ordres de grandeur différents. C'est ça que tu nous dis. Tout à fait, tout à fait. Et on va voir ce qui se passe pour 2 SMIC. Mais comment on explique quand même cette différence de rentabilité? C'est-à-dire que si on est rationnel, si on est, comme disent les théoriciens du nudge, des écones, c'est-à-dire des êtres économiques, eh bien, on abandonne le SMIC dans le service privé, dans l'entreprise, et on rejoint l'administration au plus bas étage, et on est sûr, au fond, d'avoir très peu de pression, puisque je révèle un secret de polichinelle, les salariés payés au SMIC d'administration, on leur fout quand même une paix royale. Ils ne sont pas débordés de demandes de productivité comme dans le service, comme dans l'entreprise. En revanche, ils touchent au fond un pactole, ou en tout cas, ils se démerdent très bien. C'est-à-dire qu'ils font, comme tu dis, une culbute de pratiquement le double de ce qu'ils ont mis en cotisation. Donc, intellectuellement, le bon sens de nos jours, c'est de refuser d'être smicard dans une entreprise et en revanche d'intégrer la catégorie C de la fonction publique et d'être payé au SMIC, où là, on fait économiquement une culbute. Tout à fait. Alors, les deux éléments d'explication, en fait, il y en a un sur le montant cotisé et puis un sur le montant perçu. Sur le montant cotisé, on l'a vu, c'est les taux de cotisation, c'est 13% d'un côté et puis 28% et quelques de l'autre. Donc là, il y a effectivement une grosse différence qui explique donc cet écart entre 119 000 euros cotisés pour un fonctionnaire d'un côté au SMIC et de l'autre côté plus du double. Ça, c'est le premier élément qu'on voit à travers les taux de cotisation, c'est aussi le plus du double. Et puis le deuxième élément, c'est les modalités de calcul de la pension qui expliquent que d'un côté, on a 900 euros, de l'autre côté, on a 1200 euros en raison de la règle des 50% dans le privé sur les 25 meilleures années et des 75% des 6 derniers mois hors prime pour le public. C'est essentiellement il y a un élément sur la ligne cotisée et puis un élément sur la ligne perçue qui s'additionnent puisque les deux sont favorables aux bénéficiaires des régimes spéciaux ou de la fonction publique. Et on retrouve d'ailleurs. Déjà, première leçon, on dit aux gens, si vous êtes smicard, quittez le secteur privé et rentrez dans l'administration. En tout cas, rationnellement, oui. Après, on verra qu'il y a une autre voie de sortie qui lorsqu'on est un salarié du privé, s'appelle la capitalisation. Mais là, on spoil la suite. Alors, attends, je change la diapo. Voilà. Avec 2 SMIC, le rouge disparaît, mais pas de beaucoup, on va voir. Donc, pareil, les cotisations mensuelles de l'ordre de 1 000 euros pour le régime général, de 463 euros. Donc, j'insiste là-dessus, c'est la part salariale et la part patronale. La durée de cotisation ne change pas. Le montant total cotisé pendant 43 ans, donc jusqu'à 64 ans, on est de l'ordre de 500 000 euros à gauche et puis de l'ordre de 240 000 euros dans la fonction publique, avec des pensions mensuelles nettes de l'ordre de 2 130 euros quand on a fait toute sa carrière à 2 SMIC pour le régime général et de l'ordre de 2 400 euros en moyenne, avec évidemment, on avait vu des disparités entre les régimes spéciaux et les différentes fonctions publiques, mais c'est une moyenne. Et donc 252 mois toujours de durée de versement, on arrive à un montant total perçu à 85 ans qui est légèrement supérieur au montant total cotisé lorsqu'on a fait toute sa carrière à 2 SMIC, qui est donc à 540 000 euros. Donc là, on voit qu'on est 4% au-dessus de ce qu'on a cotisé, et puis que chaque année supplémentaire passée à la retraite, eh bien, nous fait, au-delà de 85 ans, nous rend
le jeu à somme encore plus positive. Et puis, il demeure à peu près dans les mêmes proportions, très, très positif pour un bénéficiaire d'un régime spécial ou un fonctionnaire, de l'ordre de 600 000 euros pour moins de la moitié cotisée. Donc, on est à nouveau sur un écart de 152%. On avait tout à l'heure 160 de mémoire. Donc là aussi, pour une carrière à 2 SMIC, le système par répartition, il est à peine favorable aux salariés du privé, de l'ordre de 4%, et il continue d'être fortement pour tout fonctionnaire ou tout bénéficiaire d'un régime spécial. Pour cette fois, différence avec le tableau précédent, j'insiste là-dessus, pour cette fois, un niveau de salaire pendant toute la carrière, sans interruption, sans heure, sans décote, sans rien, de l'ordre de 2 SMIC, ce qui fait à peu près 2600 ou 2700 euros net par mois à peu près pour se situer. Enfin, je me permets de te couper, mais si on regarde les choses, certes, les gens dans le secteur privé mettent 520 000 euros dans la balance pour en retirer 535 000, c'est-à-dire c'est kiff-kiff. Mais enfin, ils cotisent 2 fois plus longtemps qu'ils ne reçoivent. Tout à fait. Alors que dans le public, ils cotisent 2 fois plus longtemps qu'ils ne reçoivent, sauf que supposons même qu'on dise je cotise 238 000 euros pendant 516 mois, j'en retire 238 000 pendant 252 mois, ce serait équivalent, mais là ils en retirent beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y a une rentabilité de la retraite dans le secteur public qui est quand même, j'ai changé la diapositive, il y a une rentabilité du point, si j'ose dire, de l'euro de cotisation dans le secteur public qui est très supérieure à l'euro de cotisation dans le secteur privé. Tout à fait. Pour là aussi les deux mêmes raisons, à la fois sur les montants cotisés, on le voit tout de suite, et puis sur les pensions de retraite, même si l'écart il est plutôt sur les taux de cotisation. Même si là aussi ça s'additionne et que les deux écarts sont à chaque fois favorables aux fonctionnaires, surtout la fonction publique d'État d'ailleurs, et puis les bénéficiaires des régimes spéciaux existants. Ensuite, si on passe à la capitalisation, je me suis amusé à calculer, on s'amuse comme on peut, à calculer la rente mensuelle qui serait servie par capitalisation dans les mêmes conditions et avant fiscalité, puisqu'on n'a pas tenu compte de la fiscalisation des pensions de retraite, donc je n'en ai pas tenu compte, j'en dirai un mot si besoin tout à l'heure, je ne voulais pas tout mélanger. Donc là, pareil, à nouveau, un SMIC, donc j'ai repris les cotisations mensuelles, j'ai repris la durée, mais cette fois c'est une durée non plus de cotisation, mais de capitalisation, donc on fait l'hypothèse que le salarié au SMIC ne finance plus sa retraite par cotisation, par répartition, mais par capitalisation. Donc là, on est obligé de faire des hypothèses, notamment une hypothèse sur le taux de rendement annuel auquel on va capitaliser ces 498 euros par mois pour le régime général et ces 232 euros par mois pour le fonctionnaire ou le bénéficiaire d'un régime spécial. Alors là, j'ai pris des taux réels, c'est-à-dire que j'ai gommé l'inflation, j'ai fait une hypothèse discutable de 3% d'inflation, c'est un petit peu en dessous de ce qu'on vit actuellement, mais c'est un petit peu au-dessus de la cible de la BCE qui est de 2%, donc 3%. Et donc, j'ai pris deux scénarios, un scénario prudent, où on a en fait 5% de taux nominal dont on enlève 3% d'inflation, donc ça fait une capitalisation à 2% par an, et puis un scénario plus dynamique, où on aurait 9%, mais avec 3% d'inflation, ça ferait du 6%. Alors pour que les gens se rendent compte, 9%, ça paraît inatteignable, mais en réalité, c'est le rendement annuel, bon an, mal an, de la bourse, dividendes inclus, on est entre 8 et 10%. Donc là, quand je dis 6% sur un scénario dynamique, ça serait par exemple un placement sur un plan d'épargne en action, un PEA. Et puis 5%, donc après l'inflation 2%, ben, ça peut être, alors c'est plus que le livret A qui est à 3%, ça peut être le livret d'épargne populaire qui est à 5%, ou ça peut être, je sais pas, des parts de pierre papier, de sociétés civiles en placement immobilier, des choses comme ça qui en général font du 5-6%. Pour donner quelques idées. Donc le capital qu'on sort au bout de 43 ans, donc à 64 ans. Donc il y a deux chiffres parce qu'il y a deux scénarios, il y a le scénario prudent en haut puis le scénario dynamique. Donc évidemment, ça comprend le capital qu'on a placé, donc les 500 euros fois 516 mois ou les 232 euros fois 516 mois, plus les intérêts composés, en sachant que évidemment, le premier mois on dépose 500 euros, le deuxième mois
on dépose 500 euros, mais c'est 1000 euros qui génèrent des intérêts, etc. Donc là, on fait ce calcul-là très classique, hein, d'une valeur future, donc avec des intérêts composés. On arrive à 405 000 euros, 406 000 euros pour le salarié du privé à 64 ans, avec une hypothèse de 2% de taux réel, contre 188 000 euros. Ah, on a changé là, on est sur 2 SMIC. Pour revenir. Je suis allé trop vite. Oui, on reste sur un SMIC, voilà. Donc on a 405 000 euros à 2% pour le salarié du privé, contre 188 000 euros pour le fonctionnaire ou le salarié, le bénéficiaire d'un régime spécial. Et puis pour mon scénario plus dynamique, on aurait placé en bourse ou un fonds de pension ou autre, eh bien on est à 1 156 000 pour le salarié du privé et à 537 000 euros pour le fonctionnaire. Imaginons ensuite qu'on sorte du PEA ou du placement en rente. Donc, j'ai remis pour mémoire la pension mensuelle nette par répartition pour le salarié du privé, 881 euros, et puis pour le fonctionnaire. Et donc, j'ai mis en bas donc la rente mensuelle qu'on aurait brute de 64 à 85 ans. Donc, en haut, c'est le scénario prudent. Ça servirait une rente mensuelle de 1610 euros. Donc, on voit qu'on est quasiment au double de la pension mensuelle nette à laquelle peut actuellement prétendre un smicard du privé. Et puis, on est à 748 euros pour un fonctionnaire. Donc là, évidemment, le chiffre est en rouge. On est 40% en dessous de la pension que lui sert son service spécial, son régime spécial ou son régime de retraite de la fonction publique. Et puis, pour un scénario boursier, au fonds de pension, un scénario dynamique, avant flat tax, avant, évidemment, la fiscalité qui va dessus, mais on est de l'ordre de 4 500 euros pour le salarié du privé et puis de l'ordre de 2 133 euros pour le fonctionnaire. On voit que pour une carrière au SMIC, la capitalisation des mêmes montants cotisés dans le système actuel par répartition, elle serait plus favorable que leur répartition dans quasiment tous les cas. Sur les 4 cas, il n'y a qu'un chiffre qui est en rouge, et le seul cas où effectivement il ne l'est pas, c'est le fonctionnaire ou le bénéficiaire du régime spécial dans un scénario, dans le scénario prudent, qui est le scénario d'un taux nominal à 5%, c'est-à-dire d'un taux réel à 2%. Voilà. Et on voit évidemment que si on compare les rentes mensuelles, elles sont beaucoup plus importantes dans la première colonne que dans la deuxième, tout simplement parce que les montants cotisés sont beaucoup plus importants. Et voilà, c'est essentiellement cette raison-là, puisqu'on a gardé le même taux et fait les mêmes hypothèses par ailleurs. Donc ça, c'est pour un SMIC. On est déjà sur des montants de retraite. Ce que tu nous dis quand même, c'est qu'au SMIC, les règles de calcul de la fonction publique disqualifient la capitalisation, mais pour le secteur privé, elles disqualifient la répartition. C'est-à-dire que tout à fait. D'une certaine façon, les smicards du privé sont un peu les cocus de service, c'est-à-dire que souvent ils s'accrochent à la répartition parce que la capitalisation, c'est le capitalisme, c'est les méchants, c'est le profit, etc. En réalité, ils sont un peu les dindons de la farce parce que les seuls qui profitent de ce système, ce sont les fonctionnaires. Eux, ils sont perdants dans ce système dont ils croient bénéficier et dont ils pensent qu'il les protège. Tout à fait. Alors, encore trop vite. Voilà. Là, c'est exactement le même tableau, mais avec 2 SMIC. On voit la même structure, c'est-à-dire sur les 4 cases tout en bas, il y en a 3 en vert et une en rouge, c'est-à-dire qu'à nouveau, pour une carrière à 2 SMIC, la capitalisation des montants cotisés dans l'actuel système par répartition serait plus favorable que leur répartition, sauf dans le même cas que précédemment, c'est-à-dire pour les fonctionnaires dans un scénario un peu prudent de 2% de taux réel annuel, donc de 5% de taux nominal. Et on voit que, j'insiste, ce sont des rentes brutes, eh bien, on serait 51% au-dessus de la pension mensuelle nette par répartition pour un scénario de 5% de taux nominal, et puis on serait à 9 000 euros pour un scénario boursier pendant 43 ans. Voilà Donc là encore, on peut le souligner, le rabâcher comme des vieilles toupies. Les salariés du privé ont un intérêt objectif à développer la capitalisation, parce qu'aujourd'hui, la répartition leur nuit. C'est beaucoup plus discutable pour les fonctionnaires, parce que on voit bien qu'ils ont tiré parti du système grâce à des règles du jeu très favorables. Mais aujourd'hui, les salariés du privé, ils ont un intérêt objectif à faire de la capitalisation. Oui.
Mais à la limite, même avec un taux réel assez dynamique, même les salariés, même les fonctionnaires y auraient intérêt, puisqu'on voit qu'on est 79% au-dessus de la pension du régime spécial, et pour tout à l'heure, on était à 72%. Effectivement, dès que le taux réel est un peu moins dynamique, le généreux système de retraite par répartition des régimes spéciaux et des fonctions publiques leur est plus favorable. Donc, on comprend effectivement qu'il y ait cette réticence, pas du privé, hein, qui pourtant est partagée aussi par les salariés du privé, mais on comprend qu'elle se justifie en tout cas pour le public. Donc, si je résume, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Tout revenu confondu, la retraite par répartition, elle n'est un jeu à somme vraiment positive pour le cotisant que pour une minorité qui est constituée des fonctionnaires d'un côté et des bénéficiaires des régimes spéciaux de l'autre, en raison, je l'ai dit tout à l'heure, de la faiblesse relative de leur cotisation retraite, puisque c'est 13,1% pour le public, pour le dire vite, contre plus du double pour le régime général, cotisation salariale, patronale et complémentaire incluse, et puis compte tenu aussi des modalités de calcul de leur pension, 75% des 6 derniers mois contre 50% des 25 meilleures années, deux éléments qui se cumulent et font qu'on arrive à ce que j'ai conclu tout à l'heure. Deuxième élément, c'est que tout niveau de revenu confondu, on voit que d'être finalement rémunéré à 1 SMIC ou à 2 SMIC ne change pas les conclusions. La capitalisation des montants actuellement cotisés dans le système par répartition permettrait de servir en moyenne aux salariés du privé une rente mensuelle brute avant impôt, comprise entre 1,5 fois et 5 fois la pension de retraite moyenne qu'ils obtiennent, à laquelle ils peuvent prétendre par répartition, en fonction des hypothèses qu'on retient sur l'inflation et puis sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire en réalité en fonction des supports de placement pour lesquels on va opter. Si on veut des supports un peu plus rémunérateurs, il va falloir tolérer un peu plus de risques et vice-versa. Et puis pour les fonctionnaires et les bénéficiaires d'un régime spécial, la rente mensuelle brute qui serait servie par capitalisation, alors là, c'est un peu tout ou rien, c'est soit 40% plus faible pour les mêmes raisons qu'au-dessus, si on retient un taux de rendement réel assez faible, de l'ordre de 2%, c'est mon scénario prudent, mais qui peut aller jusqu'à 1,8 fois, donc presque 2 fois la pension de retraite servie par le système de répartition, si on retient 6% de taux réel, par exemple fonds de pension ou PEA ou autre que j'évoquais. Encore une fois, c'est avant impact de la fiscalité, puisque dans le système par répartition, la pension va être finalement imposée à l'impôt sur le revenu comme un traitement et salaire, dans la même rubrique, avec 10% d'abattement, et puis ensuite, en fonction de votre taux marginal d'imposition et puis de la composition de votre foyer fiscal. Pour ce qui va être de la rente, c'est un peu plus compliqué, puisque ça va dépendre du support sur lequel vous constituez votre retraite par capitalisation. Ça peut être l'assurance vie, puis vous sortez en rente, ça peut être un PEA, ou ça peut être un PER aussi. La règle en général, c'est que si vous prenez un PEA qui a plus de 5 ans, puisque là on est sur du 43 ans, qui a même plus de 8 ans, le mieux, je l'explique dans le dossier 37, c'est de convertir en PEA assurance, de sortir en rente, comme ça vous échappez complètement à l'impôt sur le revenu, et il n'y a que les prélèvements sociaux, et encore il y a un abattement en fonction de l'âge. Donc j'ai fait les calculs, en réalité, une fois qu'on tient compte de la fiscalité, tous les chiffres qu'on a annoncés, là, le 1,5 fois, 5 fois supérieur, etc., il faut à chaque fois le raboter de 7 points de pourcentage. Donc, quand on annonce plus 57%, en réalité, après impôt, on est à plus 50%. Donc, on voit que les grands équilibres et les grandes conclusions qu'on peut tirer de ces diapos ne sont pas fondamentalement remises en cause par la fiscalité. Donc, si on résume ce que tu nous dis, la capitalisation, y compris pour les smicards, puisque souvent on nous dit les smicards, on mettra en place une retraite par capitalisation pour les smicards. Au fond, ils seraient gagnants parce qu'ils retireraient un rendement beaucoup plus important des cotisations qu'ils ont versées dans la durée. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord pour dire qu'on ne s'arrête pas à un calcul sur la bourse, sur les 6 derniers mois, les 3 dernières années, les 3 meilleurs. C'est dans la durée sur 45 ans. Les smicards gagneraient beaucoup mieux leur retraite, si j'ose dire, si on était dans un système par capitalisation plutôt que dans un système par répartition. Tout à fait. Au moins 50% de plus. Tout à fait. Bon.
Ben écoute, voilà une capsule qui va t'attirer de nombreux ennemis. Je t'en félicite. Et puis, si vous avez vraiment des questions, redis-nous quand même les thèmes de tes derniers dossiers téléchargeables sur le site du courrier, Florent. Alors, on a eu se constituer des rentes, on a eu éviter un contrôle fiscal, on a eu les labels ESG, parce que voilà, on entend beaucoup parler de ça, donc j'ai été regarder la rentabilité de ces machins, là, les ISR et compagnie. On a eu l'hydrogène aussi, puisqu'il faut aussi regarder du côté des innovations, est-ce que ce sont des solutions d'avenir ou pas. Et puis là, on vient de sortir les investissements santé, puisqu'on était dans la thématique santé. J'ai été regarder le nombre de places en EHPAD qui manquent à horizon 2030 et du coup, voir s'il n'y avait pas de ce côté-là et du côté aussi, non pas de Big Pharma, mais des sous-traitants pharmaceutiques, s'il n'y avait pas des choses qui pouvaient être intéressantes. Donc, c'est le dossier qui est sorti hier avec un article paru aujourd'hui dans le courrier pour expliquer ce qu'il contient. Bon. On redit que par ailleurs, on a une chaîne patrimoine pour 5 euros par mois sur YouTube, où on a déjà plus de 100 commentaires qui sont publiés. C'est des vidéos, il faut vous abonner à partir de la page de la chaîne Courrier des Stratèges. Et puis, globalement, la semaine prochaine, je propose qu'on refasse un numéro, cette fois sur le coût de la dépendance, c'est-à-dire combien ça coûte d'être dans une maison de retraite et comment on peut faire pour éviter de boire le bouillon et finir dans un mouroir parce qu'on n'a pas les moyens de payer une maison de retraite correcte. On rappelle qu'on fait plein de conseils sur la retraite, préparer sa retraite, améliorer sa retraite dans un univers de pénurie. Merci à toi, Florent. Merci, à bientôt.